Il est 18 h, bienvenue pour ce dernier débrief de la saison 2020-2021. Le débrief, votre rendez-vous 100% national sur les antennes de FFF TV. Salut Vincent, je vous demande pas si vous avez bien dormi cette nuit. Ouais, c'est compliqué parce que déjà on est rentré tard et puis sachant que c'était la dernière aujourd'hui, franchement c'est dur de s'endormir. On se demande s'il y aura une prochaine, mais voilà, c'est très très dur de le vivre. Ça c'est mon Vincent nostalgique, c'est tout ce que j'aime. Les amis, j'ai pas grossi, hein. je vous rassure, hein, pour les gens je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis le début, j'ai pas grossi, mais on va rendre un super hommage à beaucoup de maillots du championnat national et à certains joueurs. Ça sera bien sûr notre petite surprise. Mais surtout le programme de cette nouvelle émission, tous les buts, toutes les réactions dans une 33e journée, Vincent, qui a été complètement folle, il faut quand même se l'avouer. L'entretien de la semaine aussi également à suivre avec le joueur du mois d'avril 2021 qui nous rejoindra. On ménage toujours un petit peu le suspense et puis on terminera avec un petit teasing puisque on est à 6 jours des trophées du national qui viendront conclure une saison dure mais ô combien magnifique. En attendant, on a vécu une 33e journée du championnat national absolument folle hier soir et on en parle tout de suite dans le tour des stades. Vincent, hier se disputait l'avant-dernière journée de cette saison 2020-2021. 9 matchs en simultané étaient à vivre et à suivre bien sûr sur FFF TV et sur Canal Plus Sport. La première info de cette soirée, parce qu'il y a plein d'enseignements à tirer de cette soirée. La première info de cette soirée, Vincent, c'est que le promu Annecy est officiellement maintenu en national grâce à une victoire 4-0 devant l'US Boulogne-Côte d'Opale. Les buteurs, l'inévitable Miguel Alfarella, le doublé également de Romain Spano. Et puis Alexandre Fillon qui est venu parachever ce score. Ouais, alors évidemment, tu l'as dit, en fait, ils se sont maintenus et de fort belle manière. Et les 10 matchs, d'ailleurs, sans défaite d'Annecy, dont 6 victoires, série en cours parce qu'il leur reste toujours une journée, leur permettent effectivement de se sauver quoi qu'il arrive. Boulogne devra attendre forcément les décisions, hein. On sait toujours pas ce qui va se passer. Alors on a quand même l'impression sur cette fin de saison que les Boulonnais avaient super bien négocié tous leurs matchs retard, qui s'étaient donné un sacré bol d'air. Il leur fallait encore quelques points pour se maintenir. Et puis sur les 2 dernières journées, c'est 2 défaites d'affilée. On les sent quand même un peu usés, fatigués. Évidemment, c'est compréhensible, c'est humain. Ils ont eu quand même, je crois, sur le mois d'avril, pas loin de 10 matchs à disputer. Exactement, pas loin de 10 matchs à disputer. Quelle deuxième partie de saison du FC Annecy. On a vu que Miguel Alfarella aurait pu s'offrir un doublé. Là, on voit le doublé de Romain Spano qui aura été un homme déterminant dans cette remontada, on pourrait l'appeler ainsi, du côté du Fessé. Et puis là, on va voir le tout dernier but qui va être tout simplement inscrit par Alexandre Fillon, je vous le rappelais, à 10 minutes de l'issue de cette partie. Il faut le dire, Vincent, le FCA a été héroïque sur la deuxième partie de saison et il y avait forcément un peu de joie et du soulagement surtout pour le gardien Paul Delecroix, mais également pour tout le staff du FC Annecy qui nous a emmenés dans les coulisses de leur vestiaire à l'issue de cette rencontre. On l'a fait. Ça a été très compliqué. Il y a 10 matchs, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça et là on souffle. C'est fini. Basta, it's over. Ce maintien, les gars, il a une valeur surdimensionnée par rapport à l'ascension de l'année dernière. Rappelez-vous de moi. On savait que ça passerait par une deuxième saison extraordinaire. On l'avait fait. On avait dit 12 matchs. Sur les matchs retour, on va faire le podium. Les gars, on avait jusqu'à 10 points de retard. La 25e journée. Moi, je vous félicite d'y avoir cru. Je vous félicite d'avoir cru à votre staff, à Jean-Philippe, quand on vous disait que c'était possible, quand on vous disait que ce groupe, pour rien au monde, on voulait changer. Nous, depuis le début, on est convaincus que vous l'avez. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Un grand merci, un grand bravo déjà au Fessé, puis un grand merci aussi aux équipes de com du Fessé qui nous ont livré ces belles images et je vous invite à aller voir leur travail sur la chaîne YouTube bien sûr du club où il y a plein de contenu et on apprend énormément de choses. Bravo à vous tous. Deuxième enseignement, Vincent, de cette 33e journée, Orléans élimine Concarneau de la course au barrage. La victoire des Orléanais 3-1, le 11e but de Carnegie Antoine cette saison qui permettait à l'USO d'ouvrir le score. Gaëtan Perrin doublait la mise avec sa 13e réalisation. L'ancien Orléanais Fedel Koumissi réduisait le score sur penalty avant qu'Amin Talal mette définitivement les guêpes à l'abri. Ouais, alors ce qui est drôle, en fait, pas forcément drôle, mais c'est que les Orléanais ont subi 3 défaites d'affilée, dont 2 par 3-1 qui les a complètement éliminés de la course au podium. Et hier, c'est eux qui ont mis ce score de 3-1, qui a mis fin un peu au rêve des joueurs de Stéphane Le Mignon d'accéder à cette 3e place synonyme de barrage.
Pour Orléans, finalement, on pourra dire aussi que le cluster est arrivé vraiment au plus mauvais moment, au moment où on sentait les Orléanais quasiment intouchables. Et puis les joueurs de Concarneau, eux, en revanche, pourront certainement regretter leur manque d'efficacité, surtout à domicile, parce que 2 victoires seulement sur ces terres, c'est très peu pour espérer. Exactement, c'est très peu. On revoit la dernière réalisation d'Amin Talal, qui a fait partie des joueurs touchés, notamment par la Covid-19. La Covid-19 qui aura eu un impact forcément négatif sur cette fin de saison, bien sûr, des hommes de Claude Robin. Notre envoyé spécial, François Poulet, a rencontré, lui, un Carnegie Antoine qui, comme ses coéquipiers, avait à cœur de terminer sur une bonne note à la maison. On avait à cœur de faire un bon dernier match, de prendre quand même des points à la maison, surtout qu'on était déçus sur la dernière semaine avec 9 points de perdus. Et on avait à cœur de faire un très 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 gros match à la maison. Et je pense que ce soir on l'a fait. On n'avait plus rien à perdre. On savait que Concarneau pouvait encore jouer à la 3e place et qu'ils allaient chercher à nous presser très rapidement. Nous on a essayé de poser le jeu, de calmer le jeu, de pas se presser pour un rien. Et c'est vrai que par rapport à eux on était un peu en dessous. Mais au final on s'en est bien sorti et voilà. François Poulet qui a fait plusieurs rencontres dans cette soirée. Il a notamment rencontré Fed El Koumisti qui faisait son grand retour du côté du stade de la Source face à son ancien club. On rappelle qu'il avait commencé la saison bien sûr du côté de l'USO. Un Fed El Koumisti philosophe et fier tout de même de la belle saison concarnoise. Sur le match, on a un peu de regret, mais sur la saison, on est quand même, on va dire, satisfait, même si on reste ambitieux et on veut toujours plus. On avait l'impression que c'était pas loin et finalement, Villefranche a gagné. Et je sais que c'est pas fini, il reste Le Mans. En tout cas, nous, on est hors course. Et gros coup de chapeau quand même à Villefranche, qui maîtrise son sujet. Et après, Orléans a gagné ce soir. Je pense que voilà, ils ont gagné, donc c'est forcément la meilleure équipe du soir. C'est le résultat qui compte. Et ouais, je connaissais mes coéquipiers, ça m'a fait plaisir quand même de les revoir, même si sur le terrain, je voulais gagner tout autant qu'eux. Et voilà, mais on va dire que le point positif, c'est que la saison est plutôt satisfaisante, mais il reste encore un match pour bien finir en beauté et voilà. Vincent, la principale information de cette soirée, vous le voyez ici, vous le voyez derrière nous, c'est bien sûr le titre de champion validé par le Sporting Club de Bastia. On connaît l'identité du champion. 10 ans après son précédent titre en national, bien sûr, le Sporting a remis ça, est allé chercher notamment le Graal sur la pelouse de son dauphin QRM. Regardez plutôt. Allez, c'est parti pour Sébastien Salamonge au premier poteau. Et la deuxième tête. Et l'ouverture du score. Julien Le Cardinal qui vient ouvrir la marque. Et le voilà qui ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Peut-être sur le chemin du titre de champion. Comment il s'appelle le héros, Vincent? Le Cardinal, Julien Le Cardinal, tout à fait. Particularité, unique buteur hier, et il a inscrit le but du titre, mais il a surtout inscrit son premier but en carrière en national. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Un mot quand même sur ce match, Vincent. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un petit parfum de Ligue 2 hier? Ouais, clairement, c'est sûr que là, Bastia est champion, mais je trouve que QRM aurait fait aussi un très joli champion. Là, je suis un peu étonné, c'est qu'en début de match, on avait annoncé qu'il y aurait eu quand même un peu plus de buts. Alors, il y a eu pas mal de belles situations, il y a eu pas mal de belles occasions dans ce match, mais quand on voit les compositions d'équipe avec Dadoun Young d'un côté, Robic, Da Silva de l'autre, puis forcément, on peut citer aussi tous les autres joueurs du secteur offensif. J'aurais pensé évidemment qu'il y aurait eu plus de buts, mais ça a déjà été un très beau match avec 2 très belles équipes. Tu l'as dit, qui vont jouer en Ligue 2. Voilà, c'est déjà le parfum pour eux de la saison prochaine. Ils vont pouvoir d'ores et déjà travailler sur les effectifs de la saison prochaine, en essayant, j'imagine, de garder toute leur force en présence. Et puis d'aller recruter malin, mais ça, les 2 coachs l'avaient déjà fait cette saison. Regardez l'émotion, regardez la joie des Bastiais, bien sûr, à l'issue de cette rencontre. Vincent, on a eu l'occasion de rencontrer aussi un Mathieu Chabert, ému, on peut le dire, à la fin de cette rencontre, reconnaissant aussi vis-à-vis de son staff, vis-à-vis de son groupe. Il répondait justement à nos questions, c'était juste après le coup de sifflet final. C'est un super groupe de 25, parce qu'il y a ceux qui sont là ce soir, mais il y a ceux qui ont été là toute la saison, qui n'ont pas beaucoup joué. Il faut les remercier aussi à eux, parce que quand vous vous entraînez, il y a une équipe qui se met en place et il y en a une autre en face. Et c'est souvent grâce à cette opposition-là qu'on arrive à faire des bons matchs. Après, voilà, je suis pas tout seul, il y a un staff, j'ai un staff énorme, j'ai un staff. Dès mon arrivée, j'ai dit que j'avais un staff de Ligue 1 et c'est en partie grâce à eux aussi qu'on en est là aujourd'hui. Quand vous avez Frédéric Ney, Hervé Secli comme adjoint, c'est des joueurs, des entraîneurs qui ont une expérience de Ligue 2.
J'ai un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, Jérémy Collomb, Doumé Agostini, Nolan Martin, le doc, Mika et Jean-Cri les kinés, Manu l'intendant, Hugo l'analyste vidéo. Voilà, on parle de groupe de joueurs, mais c'est un groupe complet, staff, dirigeant, club qui est monté ce soir et c'est une grosse fierté. Béziers, il y avait plus de surprises. Là, on l'a senti venir. Même si on y a été par étapes, on a senti que ça approchait. Mais je l'aurais eu vraiment amer de ne pas être champion. Je suis très content d'être champion en plus ici, contre l'équipe avec qui on s'est tiré la bourre toute l'année. C'est bien, ça prouve que voilà, on mérite d'être à cette place-là. L'émotion, c'est pas la même. Béziers, c'est arrivé tellement vite qu'on est surpris. Là, on a le temps de s'y préparer, mais c'est hyper agréable quand même. Hein. C'est super bien. Et puis, je languis. Je sais que ce soir à Bastia, c'est la fête, mais je demande vraiment, j'espère que demain à l'aéroport, ça va vraiment être la fête aussi. Alors, à l'aéroport, ça a été la fête. Hein. Véritablement, ils sont arrivés à 11h, les Bastiais, ce matin. On vous montrera des images, bien évidemment, dans le zapping. La fête, elle va se poursuivre samedi avec la réception, forcément, bien évidemment, du Red Star. Évoquons quand même un peu Quevilly-Rouen Métropole, Vincent. Un petit mot, notamment avec Bruno Irles, qui réalise quand même l'exploit de monter 2 fois consécutivement en Ligue 2 avec 2 clubs différents. Au-delà de la déception, c'est un Bruno Irles, là encore une fois, très fair-play, très philosophe et fier de sa saison, qui a accepté de répondre à nos questions. Déception, oui, par rapport à ce dernier objectif qu'on s'était fixé, que l'on n'atteindra pas cette saison. Ce qu'il a manqué, si on analyse un peu plus en détail le match, c'est vous avez eu 2 oppositions de style, Bastia et nous, et peut-être que nous, dans notre jeu, notamment sur nos transitions, on n'a pas été suffisamment performants. Ce sont nos points forts, des points qui nous ont permis de récupérer beaucoup de points cette saison. Et ces derniers temps, ben voilà, on patine un peu, on restait sur 8 matchs sans défaite, on arrive bientôt à 60 points, enfin c'est énorme, on devient exigeant, quoi. J'ai un pouvoir sportif élargi, ce groupe-là sur le terrain, ce soir, vous aviez un seul joueur qui était là l'an dernier. Voilà, les 10 autres, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance quand on est entraîneur, de pouvoir les choisir, d'avoir le soutien de ma direction pour les choisir. Donc forcément, d'avoir emmené, ou ces joueurs m'ont emmené aussi vers cette montée, c'est très fort intérieurement. C'est énorme ce qu'a fait Bruno Irles, c'est énorme ce qu'a réalisé quand même Quevilly-Rouen Métropole, Vincent, parce qu'il a dit, Bruno Irles, quand il est arrivé, il avait les clés du sportif et il a tout changé. Exactement, en fait, surtout il est arrivé à QRM, en fait, le club était quand même pas dire en perdition, c'est peut-être des mots beaucoup trop forts. Mais en tous les cas, c'était un club qui était en train de vaciller. Il l'a repris, il l'a dit. En fait, il a tout modifié, il a tout changé. Il a eu lui effectivement le pouvoir d'aller choisir ses joueurs. Effectivement, c'est lui qui choisit ses joueurs. Il n'a pas une cellule de recrutement. Donc là, encore une fois, c'est un recrutement qui a été très intelligent, comme il l'avait fait à Pau. Il a gardé la même stratégie. Et puis une deuxième fois d'affilée, ça paye. Et là, je dis un grand bravo. Vincent, arrêtons-nous une dernière fois. En fait, on va en parler tout à l'heure dans le zapping avec le film, bien sûr, de cette soirée de la 33e journée. Mais arrêtons-nous rapidement quand même sur ce titre du Sporting Club de Bastia. Une phrase nous a trotté dans la tête à la fin de ce match, quand on a posé les micros ensemble. On s'est dit, vous me l'avez dit, je vous l'ai dit, quelque part, les grands clubs, les clubs qui ont une histoire, ne meurent jamais. Une résurrection quand même assez incroyable pour cette institution, on le rappelle, reléguée en National 3 en 2017, repartie de zéro avec une nouvelle équipe dirigeante, avec à l'époque 8 joueurs seulement qui s'étaient présentés au premier entraînement. Et cette résurrection, justement, ce sont les supporters du Sporting qui en parlent le mieux. Je propose qu'on écoute ceux à qui on n'a pas pu donner la parole à cause du Covid cette année, les supporters du Sporting Club de Bastia qui étaient présents lors du dernier entraînement du Sporting avant leur déplacement à Quevilly. Si aujourd'hui il y a des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, c'est grâce à vous. Parce que ces enfants-là, ils n'ont jamais connu la Ligue 1. Ils n'ont jamais rien connu. Et ils auraient pu supporter des grands d'Europe. Et ils auraient pu supporter nos ennemis. Et s'ils sont là ce matin, ces gamins de 8 ans, avec des écharpes et des drapeaux, c'est grâce à des garçons comme vous qui ont constitué un groupe dont on est fiers. Parce que vous avez redoré le blason, les gars. Et parce qu'à 4 ans, on était sur cette même pelouse qui était sèche. Et il y avait 8 personnes devant nous. Il y avait 8 joueurs. On a failli mourir. Et vous avez fait quelque chose de grand, les gars. De très grand même. Donc là, vous allez finir votre entraînement avec cette fierté d'avoir redoré le blason. Quelle culture foot, quel club, quel supporter.
Bref, c'est un monument le Sporting, et le Sporting revit et retrouvera bien sûr la Ligue 2 grâce aussi à ce titre de champion de national. Vincent, on se projette sur le prochain match. Vous l'avez vu, j'ai changé de maillot. Du coup, on va parler d'un... Ah ouais, j'en ai de la chance les amis. Mehdi Boudjema aujourd'hui mise à l'honneur bien sûr pour parler de ce match entre Créteil et le Stade Lavallois. Créteil qui restait sur 10 matchs sans victoire et qui est allé chercher 3 points ô combien importants à la dernière seconde. C'est comme un symbole d'ailleurs que Bobana Fofana a peut-être sauvé les siens hier. Jason Boyan pour le corner. Oh, c'est bien frappé, c'est sur la barre et c'est but. C'est sur la barre et c'est but. Ça fait 2-1. C'est peut-être le but du maintien là pour Créteil. Et c'est le match qui se termine sur ce deuxième but cristolien. Voilà Vincent, il l'a dit, Baptiste Vendroux, notre confrère et collègue bien sûr, peut-être que Créteil, peut-être que ce but comptera dans la saison de Créteil. On rappelle qu'avant cela, Sangaré avait ouvert la marque en première période. Mohamed Ouada lui avait répondu à l'heure de jeu, mais ce but de Fofana, l'enfant de Créteil, l'enfant du club, va peut-être tout changer dans le destin des Cristoliens. Bah ouais, exactement, parce que selon le nombre de descentes annoncées, les Cristoliens avec cette victoire ont toujours l'espoir de se maintenir. Pour l'instant, on va dire que s'il y a une seule descente, ils le sont et ils joueront certainement encore plus leur maintien la semaine prochaine à Bastia Borgo. Évidemment, ça leur donne plein d'espoir parce que tu l'as dit, en fait, il y a quand même une série de 10 matchs sans victoire. Alors, c'est certainement la victoire qui va leur redonner les ailes pour aller, et déjà espérer que les instances n'annoncent qu'une seule descente. Et puis de l'autre côté, des Lavallois qui travaillent déjà sur la saison prochaine. Exactement, but à la 95e minute de jeu. Et pour vous dire, l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin du match pendant la joie de Bobana Fofana. Après ce scénario fou, c'est Manu Dacosta qui a voulu rendre hommage notamment à ceux qui ont toujours cru en son équipe, en lui, en ses joueurs. Il s'exprimait au micro de Baptiste Vendroux. Ma première pensée, elle va au président et à tous les gens qui aiment ce club. On était dans une situation pas facile et aujourd'hui les vrais Cristoliens, que ce soit le président, que ce soit les supporters, que ce soit des gens de l'administratif ou des gens de mon staff, aujourd'hui sont récompensés du gros effort et du gros travail qui est effectué depuis quelques semaines, même si évidemment les résultats étaient en notre défaveur et ne montraient pas tout l'investissement et tout le travail. C'est pour tous ceux qui croyaient qu'on était mort et qu'on avait abandonné. On a connu des matchs difficiles, des semaines difficiles, mais à domicile, on a toujours plutôt montré un bon visage depuis que je suis arrivé. Maintenant, on n'était pas trop récompensé et encore ce soir, par rapport au contenu, on a eu peur de ne pas être récompensé et surtout quand on voyait les résultats à côté, on aurait pu être encore plus en danger en termes mathématiques et sur un point de vue du classement. Mais ouais, une grosse satisfaction, ils ont été la chercher, ça montre que ce groupe-là, quand il est bien, quand il est à 100%, quand il est bien mentalement, il est capable de faire de bonnes choses, on l'a vu. L'émotion bien sûr de Manu Dacosta. Vous voyez Vincent, je maigris au fur et à mesure de cette émission. C'est plutôt la bonne nouvelle en tout cas. Je souhaite la même chose chez vous, bien évidemment. Information principale, et on va reprendre notre sérieux bien sûr. Information principale dans la course au barrage Vincent. Le Mans a peut-être dit adieu à la 3e place hier soir. La faute à ce but de Yankuba Jarju. C'était bien sûr dans le temps additionnel, comme dans tous les autres matchs dans cette soirée. Mais Cholet ne lâche rien. Avec le Méoté qui s'entre et l'égalisation dans les ultimes moments. Incroyable. Johan Le Méoté qui vient égaliser à l'instant. Le match nul, 2 buts partout des hommes de Didier Oli-Nicole alors que les Manceaux avaient fait la course en tête dans ce match dès la 8e minute et l'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso. Motif d'espoir pour les supporters mucistes qui nous regardent ce soir, Vincent. Le seul motif d'espoir, ce serait que les Manceaux gagnent la semaine prochaine à domicile et que dans le même temps, Villefranche soit défait à domicile face au Sporting Club de Lyon qui joue son maintien encore la semaine prochaine. Sachant en plus que si jamais il y avait défaite, ils seraient à égalité de points tous les deux. Sauf que les Manceaux au goal average particulier sont devant parce qu'ils ont gagné les 2 confrontations. Exactement, et ça c'est un élément bien évidemment très important. Vous voyez ce but de Avounou à la 79e minute de jeu, 1 minute seulement après l'égalisation.
Et il y a ce coup fatal, vous allez voir dans les arrêts de jeu, avec ce but inscrit bien sûr par Jarju. Les Manceaux qui ont craqué au pire des moments à la 90e minute, mais quelque part, est-ce que les regrets ne peuvent pas remonter avant ce match? Et si, parce que forcément, là, il y a une magnifique série des joueurs de Didier Olé-Nicole avec ces 4 victoires d'affilée. On a vraiment senti que l'équipe, elle avait pris pleine possession de ses moyens, parce que l'effectif est là, parce que la qualité est là. Mais malheureusement pour Didier Olé-Nicole et son staff, en fait, cette équipe, elle a péché par manque d'efficacité assez souvent et elle était très inconstante. Allez, on évoque un derby maintenant, Vincent, un derby qui était ô combien important pour le Sporting Club de Lyon, qui l'a emporté justement devant Bourg 2-1, grâce notamment à une très belle entame de match et en dépit d'une certaine fébrilité en deuxième période. Ouais, c'est normal parce qu'il y a toujours un peu de peur dans ces matchs-là. On joue encore un peu la survie et le Sporting Club de Lyon, comme d'autres clubs comme Créteil, comme Bastia Borgo, attendent toujours un petit peu les informations des instances quant au nombre de clubs qui vont descendre. Donc forcément la fébrilité elle s'est fait ressentir. Mais en tout cas, encore une fois, cette victoire donne de l'espoir au Sporting Club de Lyon qui ira défendre. Alors ça ne sera pas chose facile face à une équipe de Villefranche, évidemment, qui est sur une série très impressionnante, mais mathématiquement, elle a toujours la possibilité d'aller se maintenir, d'autant que Créteil et Bastia Borgo s'affronteront sur ce dernier match. Donc voilà, encore une fois, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Vincent, j'ai décidé de vous faire plaisir après avoir vu ces belles images du résumé entre le Sporting Club de Lyon et Bourg-en-Bresse-Péronat. C'est de donner la parole tout simplement à l'excellent Nicolas Lebellet qui s'exprimait hier en conférence de presse. Il était à la fois satisfait de la prestation de son équipe, mais il regrettait surtout forcément le scénario cristolien qui était très défavorable à son équipe. Contrat rempli, oui, parce qu'il fallait qu'on gagne, comme je l'avais dit avant le match. Donc c'est chose faite. On fait une grosse entame en plus, donc ça fait plaisir. Les 2 attaquants qui marquent, c'est quelque chose aussi qui est appréciable. Après, comme je l'ai dit, on l'a dit dans le vestiaire, je vais avoir un peu de sourire parce que je peux vous dire qu'on n'en a pas eu ces derniers temps à l'entraînement, donc j'espère qu'on aura des sourires, donc on va profiter de cette victoire. Et puis après, c'est à l'image de notre saison, rien ne va dans le bon sens. Créteil qui marque à la 93e alors que le scénario était fabuleux pour nous. Un autre tournant dans cette 33e journée, dis donc, il y en a eu et il fallait être au stade Fred Hébert ce lundi pour assister au retournement de situation le plus fou, on peut le dire, de cette saison. Je vous le disais tout à l'heure, Le Mans a perdu les 3 points dans le temps additionnel et au même moment, exactement au même moment, Vincent, Villefranche venait arracher la victoire du côté de Saint-Brieuc. On va revoir un peu cette action, elle était notamment commentée par Gaëtan Pinel. Juste une petite info, c'est pour notre réal, la souris elle est sur l'écran, donc je pense qu'à mon avis, ça doit être, elle va pas tarder. Elle se balade, on la voit, elle est tout à gauche de votre écran, mon cher Jonathan. Donc il faut, je pense, partir à droite toute là pour la récupérer. Voilà, ça y est, elle a disparu cette souris. Non, je ne sais pas, peut-être non. Bon, est-ce qu'on a le in, est-ce qu'on n'a pas le in? On va garder l'antenne, les amis. Hashtag National FFF, bien sûr, pour commenter cette émission. D'habitude, c'est un match qu'il faut commenter. Là, c'est l'émission qu'il faut commenter. Ça va revenir dans quelques instants. Mais Vincent, peut-être je vais vous lancer là-dessus. Incroyable ce retournement de situation avant qu'on voit les images. C'est complètement fou ce qui s'est passé hier à Villefranche. D'autant que les Caladois en fait ont été rejoints 2 fois au score. Alors 2 fois forcément, on a un peu la tête dans le sac en se disant on avait la victoire au bout des doigts. Finalement les Briochins qui égalisent par 2 fois. On se dit peut-être que ils ont peut-être un petit peu lâché cette 3e place parce qu'à ce moment-là Le Mans gagnait. Donc voilà. Et puis ils ont eu les ressources nécessaires pour aller arracher cette victoire, prendre 3 points, confirmer le podium. Et puis surtout avoir toujours cette demi-finale la semaine prochaine face au Sporting Club de Lyon. Et cette finale, si jamais la demi-finale est gagnée, cette demi-finale en match aller-retour face à un descendant de Ligue 2. Mais encore une fois, si Villefranche va au bout, je plains le barragiste de Ligue 2 qui va devoir jouer contre eux. Mais vous avez raison, parce que c'est une équipe au maximum, entre guillemets, de sa confiance, cette équipe de Villefranche. Quelque chose que je trouve intéressant, et on va bien sûr retrouver les images et les réactions dans quelques instants. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans Villefranche, Vincent, c'est qu'ils se sortent par le haut, mais surtout par le jeu. C'est en produisant du jeu qu'ils ont trouvé la solution, les Caladois. Ouais, mais exactement. Et en plus, hier, on avait justement l'occasion de voir certainement
les deux peut-être équipes qui ont mieux joué au foot dans cette saison, même si bon, Quevilly, Bastia, Laval, Cholet, à un moment, ils ont tous aussi très bien joué au football, mais dans la construction, Saint-Brieuc, ils ont beaucoup épaté les adversaires, et Villefranche, ces derniers temps, ça a été, et d'ailleurs, on le disait la dernière fois, la seule fois où QRM n'a quasiment pas touché le ballon au milieu de terrain, c'était face au Caladois et à Robert Diochon. Donc c'est pas pour rien que cette équipe aussi, elle est très performante dans tous les compartiments du jeu. Devant, ça va à 12 000. Derrière, c'est très costaud. Et pareil, quand à des moments, elle a été en difficulté, elle a pu compter sur un JC Boué des grands soirs. Ouais, il est inarrêtable, JC Boué, l'éternel Jean-Christophe Boué. On a récupéré les images, les amis. Je vous en parlais. Le temps additionnel où Villefranche est venu arracher cette victoire du côté de Saint-Brieuc, alors que Le Mans venait de subir l'égalisation. On revit ça avec les commentaires de Gaëtan Pinel. Extraordinaire, Romain Fleurier, extraordinaire, le but de Villefranche qui va finalement accrocher cette victoire. Il va pas l'oublier bien sûr ce but, Romain Fleurier. Vincent, la question que j'ai envie de vous poser, vous l'avez dit, le goal average particulier est à l'avantage du Mans, mais il y a 3 points d'avance désormais pour Villefranche. Villefranche qui n'a besoin que d'un point pour valider ce barrage. Qu'est-ce qui peut arrêter Villefranche quand on voit la confiance qui se dégage de cette équipe? Non mais justement, moi je pense que si cette équipe fait au moins un match nul la semaine prochaine et qu'elle gagne son ticket pour les barrages, je pense qu'il n'y a pas un club de Ligue 2 qui va jouer les barrages qui pourra les arrêter. Eh bien écoutez, je prends les paris, je suis d'accord avec ce garçon-là. Et on rappelle que la constante sur ces dernières années, on ne veut pas porter l'œil bien sûr, soit au Mans, soit au Caladois, mais la constante ces dernières années, c'est que le club de National a tendance à s'imposer face au club de Ligue 2. Allez, un match qui comptait pour l'honneur cette fois-ci entre Avranches et Sète, un match néanmoins spectaculaire où Avranches a montré sa difficulté à enchaîner à domicile, Vincent, quelque part. Ouais, alors c'est toujours pareil, on dit depuis le début de saison en fait que cette équipe avranchinaise déjà aura payé déjà cette série de 7 matchs sans victoire. Effectivement, à domicile, il y a toujours eu quelques soucis d'efficacité, et pourtant, encore une fois, c'est une équipe aussi qui sait jouer au football. Frédéric Roculot, il est pour le beau jeu, donc forcément, ça joue extrêmement bien du côté d'Avranches, mais c'est vrai que les résultats à domicile ne plaident pas en leur faveur, et surtout face à une équipe de 7 qui a réalisé une saison mais juste extraordinaire pour sa première apparition en national, enfin depuis quelques années, parce qu'elle était déjà il y a quelques années. Nicolas Guibal, il a fait un travail monstrueux avec cette équipe. Cette équipe, elle a tout pour faire une deuxième saison plus que monstrueuse. Elle a tout, elle a les atouts, elle est généreuse, elle est talentueuse, elle est solidaire, elle est solide défensivement, et parfois elle est très joueuse, donc forcément. Moi, c'est l'équipe de 7 qui m'a vraiment plu cette saison. Ouais, c'est l'un des coups de cœur, je suis d'accord avec vous, de cette saison. Les promus nous ont beaucoup plu, que ce soit Saint-Brieuc, que ce soit bien sûr Annecy, ou que ce soit bien évidemment le FC 7 de Nicolas Guibal, qui a fait tourner hier. Oui, c'était pas l'équipe titulaire, il a donné du temps de jeu à ceux qui en avaient un peu moins eu dans cette saison pour récompenser bien sûr l'essentiel de son groupe. Allez, le dernier renseignement, il y en a 2 dans le dernier renseignement, dans le dernier match qu'on va traiter. Dernier renseignement de cette 33e journée, Vincent, le Red Star ne peut plus mathématiquement espérer accrocher la 3e place malgré sa victoire de buts à 1 face au FC Bastia Borgo qui lui est mathématiquement condamné à la zone rouge. Ouais, mathématiquement condamné, mais encore une fois, qui va devoir attendre les informations des hautes instances pour savoir combien de clubs vont descendre. Elle jouera un gros match la semaine prochaine à domicile face à Créteil. Ça va être important de gagner ce match, et en tout cas de ne pas finir dernier au cas où il n'y aurait qu'une seule équipe qui descendrait. Mais ça, encore une fois, on n'en sait rien pour le moment. Et puis les Odoniens, en fait, voilà, aussi eux qui vont forcément regretter ce manque d'efficacité. Alors on parle beaucoup de manque d'efficacité pour pas mal d'équipes, mais en plus de ce manque d'efficacité des Odoniens, il y a eu aussi bien souvent un manque de chance, un manque de réussite quand on voit le nombre de ballons mis sur la barre ou sur le poteau de ce garçon là, Pape Messaba, qui a mis, je sais pas, peut-être au moins 4 ou 5 poteaux et 2 ou 3 barres. Exactement, je crois que la stat exacte c'était 9 poteaux et barres en l'espace de 5 matchs. C'est à ce moment-là que c'est joué. C'est incroyable. Et bien le destin, et que c'est scellé le destin bien sûr du Red Star. Vincent, on va à la fin de cette rencontre, Frédéric Touchard a tendu son micro à Vincent Bordeaux pour peut-être ce qui était, je me dis bien peut-être parce qu'on n'a pas d'infos, on dit peut-être parce qu'il est en fin de contrat,
peut-être sa dernière sortie du côté du Stade Bauer. L'entraîneur odonien qui évoquait de son côté un match à 2 visages. Première mi-temps indigne d'une équipe qui est au haut de tableau, qui veut finir au moins le plus haut possible et qui avait encore des petites chances. Et ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'était honteux de notre part de faire une mi-temps comme ça. En deuxième mi-temps, on a réagi, on a bien réagi dès le début et puis après on a mis un peu plus de peps en passant à 2 attaquants. Mais bon, c'est bien de gagner pour le dernier match à Bauer. On devait au moins ça au président et au club et aux supporters qui sont frustrés comme nous on peut l'être de ne pas être plus haut. Il n'y a personne qu'on aura bien sûr dans l'entretien dans quelques instants. Juste un dernier mot. Attends, je suis complètement décoiffé. Juste un dernier mot quand même et très sérieusement sur Vincent Bordeaux. On sait qu'il est en fin de contrat du côté du Red Star. Est-ce que vous, de votre avis d'expert, de consultant, de spécialiste, de suiveur du national depuis des années, est-ce que pour vous en tout cas la faute est du côté de Vincent Bordeaux sur l'échec de cette montée du côté des Odoniens? Mais moi je le dis en fait, à chaque fois qu'on a commenté le Red Star, en fait, je dis que c'est absolument pas de sa faute. Alors forcément, on peut pas non plus dire que c'est nullement sa faute. Il y a forcément une petite part quand il y a échec, il y a forcément une part de responsabilité aussi du coach et de son staff. Mais encore une fois, comme on le disait lors du résumé, c'est un manque de réussite flagrant. Tu l'as dit Manu, quand même 9 barres ou poteaux sur des matchs cruciaux ou des matchs qui sont joués à chaque fois à peu de choses. C'est quand même énorme. Je pense que c'est l'une des équipes qui a certainement frappé le plus de fois justement sur les montants. Exactement. Voilà, en tout cas, on attendra et on commentera toutes ces nouvelles. Excuse-moi Manu, mais juste quand on dit que c'était peut-être sa dernière apparition, c'est possible parce qu'il est en fin de contrat, mais en même temps, un coach comme Vincent Bordeaux, il y a forcément des raisons de croire que beaucoup de clubs du national ont déjà mis Vincent Bordeaux sur leur petit listing. Bon, vous savez, je ne commente plus les rumeurs, c'est terminé mon cher Vincent, on verra les informations qui tomberont et s'égrèneront au fil des jours et des semaines qui nous attendent. Un petit point sur le classement, il est à jour, il n'y a plus de match en retard. Bastia champion avec 5 points d'avance sur QRM, assuré de terminer deuxième. Villefranche a maintenant 3 points d'avance sur Le Mans, mais attention, vous l'avez dit, vous l'avez précisé, le goal average particulier est en faveur des hommes de Didier Olé-Nicole. Et puis dans le bas de classement, Créteil, Boulogne-sur-Mer, Bastia-Borgo et le Sporting Club de Lyon ne peuvent plus mathématiquement espérer sortir de la zone de relégation. À voir, bien évidemment, si, je dis bien si, parce qu'il n'y a rien de prévu, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de calendrier au niveau des décisions, bien sûr, de la Fédération française de football. On va dire que seule une décision du comité exécutif de la Fédération française de football pourrait sauver une ou plusieurs équipes. Mais pour le moment, on reste bien sûr, on part du principe qu'il y a bien 4 descentes du National 1 au National 2. On referme cette 33e journée, elle a été intense, hein. Elle était complètement folle cette 33e journée. Un petit peu, tout au long de la journée et tout au long de cette émission aussi. Le nom du meilleur joueur du mois d'avril 2021, il n'y a plus de suspense, c'est Othman Dadoun, le joueur bien sûr de Quevilly en métropole. Et on va tout de suite lui consacrer l'entretien. Notre invité aujourd'hui, je vous le disais, a été élu par le public et par les coachs du national. Meilleur joueur du championnat national sur le mois d'avril 2021. Il dispute, lui, sa 3e saison dans la division et connaît déjà sa 2e montée en Ligue 2. Cette année est celle de la progression pour l'un des maillons forts de Quevilly en métropole et du tandem archi prolifique qu'il forme avec Andrew Young. Oui, bien sûr, vous le savez, c'est écrit ici, vous l'avez reconnu, le vainqueur du trophée du meilleur joueur du mois d'avril est Othman Dadoun qu'on a rencontré hier en marge du match, bien sûr, contre le Sporting Club de Bastia. Othman Dadoun qui, malgré la déception du titre perdu, voulait garder du positif, notamment concernant une saison absolument extraordinaire. Il faut relativiser, on a fait une saison incroyable, comme tu l'as dit. Et quand on monte à 4 journées de la fin avec 14 points d'avance à peu près, je pense que c'est pas volé. Et on a pris les points quand toutes les autres équipes du championnat n'ont pas su les prendre. Donc on savoure, on relativise. La fin de saison, ça y est, elle arrive, il reste un match. On saura prendre du plaisir, mais en tout cas, ce qu'on a fait cette saison. C'était sa 3e saison à Othman Dadoun en national. Othman Dadoun qui a validé sa 2e montée en Ligue 2. Il y avait déjà l'aventure camblysienne qui avait emmené Chambly il y a 2 ans en Ligue 2. Celle-ci avec QRM a forcément un goût assez différent. À Chambly, je venais d'arriver. C'était ma première saison à ce niveau-là. On a eu la chance de monter. J'ai mis mes buts, j'ai mis des buts importants en plus. Mais je n'étais pas dans un rôle de titulaire. Et cette année, c'est tout le contraire. Je dois être l'un des joueurs les plus utilisés. Et j'ai la confiance du coach, du groupe. Niveau stats, je pense que je suis pas mal. Et
Et en tout cas, ouais, je la savoure beaucoup plus qu'à Chambly, ouais, c'est sûr. Dadoun qui avait déclaré cette petite citation, ma force c'est le mental, il nous explique ce que cela dit de sa personnalité. Ma personnalité, tu l'as bien résumé avec ma phrase. Moi, ma force, c'est le mental. J'ai connu des moments très durs et j'ai jamais lâché. Hein. Pour faire une comparaison, l'année dernière, on m'était dans une case qui n'était pas du tout la mienne. Pas mon registre, et puis c'était comme ça et pas autrement. Et puis quand j'essayais de faire mon jeu à moi, je jouais pas et c'était compliqué à vivre. Mais cette année, j'ai la chance d'être avec un coach qui me comprend tout à fait, qui connaît le football, qui a su m'analyser. Et donc sur le terrain, voilà, je peux m'exprimer. Il me dira jamais rien du moment que je suis performant. Et en tout cas, il m'a fait passer énormément de paliers cette année. Et je lui en suis vraiment très reconnaissant. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et c'est grâce à lui que je suis là et que j'ai réussi à faire une belle saison. L'hommage bien sûr à son coach Bruno Irles, mais également la confirmation d'une force mentale absolument extraordinaire qui lui a permis aussi de rebondir cette saison après un passage compliqué, il faut le dire, du côté de Villefranche l'an dernier. J'ai jamais lâché, j'ai toujours bossé. L'année dernière, j'ai passé une saison très compliquée du côté de Villefranche, mais j'ai pas lâché. Voilà, quand tu as le mental, tu bosses et tu crois en ce que tu fais, ça va mieux. Et puis après, bien sûr, faut que tout soit aligné. J'ai la chance d'être avec un coach dès le début, il m'a fait énormément confiance. Alors Vincent, on lui a donné un surnom à Othman Dadoun dans cette saison, Scottie Pippen, tant il a permis bien sûr dans cet exercice 2020-2021 à son coéquipier Andrew Young de devenir le magicien du national, Andrew Kadabra, et ce en se mettant parfois à son service, une constante d'ailleurs dans son histoire nationale, puisqu'on rappelle que Emedi Guezoui et Thomas Robinet avaient déjà brillé à ses côtés. Moi après j'ai une vision du foot où pour moi l'attaquant ne doit pas absolument marquer. Ça veut dire si je peux faire marquer ou même dans l'action qui a emmené le but, je suis content. Mais bien sûr c'est un plus quand on marque, on est encore plus content. Ça serait faux de dire le contraire, mais ouais c'est ça. Et puis après c'est un état d'esprit. Et moi je sais très bien que pour monter en Ligue 2 c'est tout un collectif. Cette année on a beaucoup parlé de la doublette de Andrew et moi, parce qu'on a marqué énormément de buts à deux, plus que certaines équipes du championnat. Mais moi je sais que c'est grâce à l'équipe tout ça. Parce qu'on a fait en sorte que ça arrive. Mais oui, je suis passé par le monde du travail. Pour ceux qui n'ont pas connu aussi le centre de formation, j'en fais partie, mais ça m'a forgé un mental, un état d'esprit. Et en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je ne me mets pas en dessous d'un autre qui a fait un centre de formation ou quoi que ce soit. Et je suis plutôt revanchard, on va dire. Alors réduire bien sûr Othman Dadoun à ce seul surnom de Scottie Pippen serait très réducteur, tant il a mis des buts importants en cours de la saison, notamment pour Quevilly en métropole. Vincent, c'est le genre d'attaquant que vous n'auriez pas aimé croiser pendant votre carrière? Ça dépend. Alors c'est vrai qu'il est super bon devant le but et compagnie, mais alors à mon époque peut-être pas. Aujourd'hui équipé comme ça, là aussi les gardiens font l'honneur, je sais pas. Et on hommage à Paul Chariot. C'est les gants de Paul Chariot. Ça, on pouvait pas vous montrer bien sûr le maillot du Red Star puisque c'est un fond vert derrière nous. Vous comprenez les effets, mais bien évidemment vous êtes bien équipé, mon cher Vincent. Vous avez beaucoup de chance. Je le disais, ce serait réducteur de dire que Othman Dadoun n'est qu'un Scottie Pippen. On se rappelle notamment qu'il est le 3e meilleur buteur du national en ce moment même avec 13 réalisations. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs qu'il réclame plus de reconnaissance ou plus de médiatisation. Ça me dérange pas. C'est vrai que des fois quand je fais ce qu'il faut, c'est toujours plaisant qu'on parle de moi, bien sûr. On joue pour ça aussi, essayer de sortir du lot. Mais dans ce que je propose cette année, je trouve que même mes amis proches ou des anciens coéquipiers, par exemple ceux de Chambly, ils m'ont dit que j'ai énormément passé de paliers, que j'ai énormément progressé et que ma palette maintenant elle est vraiment plus complète. Donc faire briller un binôme ça va, mais cette année, tu vois, Andrew a énormément survolé le championnat, mais j'ai réussi à mettre mes buts et en tout cas je suis très content. Parlons du duo justement avec Andrew Young, Vincent, parce que c'est vrai que c'est un duo qui nous a régalé, l'un des plus prolifiques dans ces dernières années du championnat national. Au-delà de leur connivence sur le terrain, c'est en dehors que les deux hommes ont réussi à tisser des liens, plus que des coéquipiers, ils le disent tous les deux, ce sont des frères. Pour résumer un peu, on revient un peu au match de prépa, donc on ne se connaissait pas. On se connaissait via les stats qu'il y avait eu quand j'étais à Chambly et lui à Concarneau. Et puis on a commencé à parler, et la vision du foot qu'il a, c'est la même que moi. Après, bien sûr, on est un tout petit peu différent. Il est vraiment beaucoup plus égoïste. Lui, c'est but. Mais c'est ce qui fait aussi notre force. Si on serait vraiment deux égoïstes, ça serait compliqué. Mais c'est une qualité. Je sais l'être de temps en temps, il sait l'être de temps en temps. Et puis, je trouve pas que ce soit non plus... J'ai connu pire en tant qu'égoïste et lui, c'est s'adapter.
Et puis en dehors du terrain, comme je l'ai dit, il venait à la maison, je suis allé chez lui, ça a bien pris. En fait, il n'y avait pas ce côté jalousie, il n'y avait pas ce côté envieux. C'est vraiment frérot, voilà. C'est écrit en dehors du foot, on s'appelle. Voilà, il y a eu des moments où il était moins bien, j'étais là. Il y a eu des moments où, au début de saison, quand j'arrivais pas encore à débloquer le compteur but, il était là. Et puis c'est comme ça. Et puis après, je lui souhaite le meilleur. Je sais pas où est son avenir, mais je sais qu'on va rester proches en tout cas. Mais d'ailleurs, il me veut en binôme encore. Il aime vraiment avoir en binôme, ça c'est l'anecdote. Ah, la petite info, transfert, tiens, allez-y, vous pouvez écrire quelques articles, c'est cadeau, on vous le donne, c'est dans le débrief. Vincent, la légende raconte qu'on n'a jamais vu ces deux garçons séparément, en tout cas en dehors des terrains. Ouais, non, mais en fait, c'est exactement ça. On sent réellement la connivence. C'est-à-dire que quand on est arrivé hier à Robert Diochon et qu'on est descendu sur le terrain, pas pour aller inspecter la pelouse parce que nous, on n'allait pas jouer de toute façon, mais voilà, pour aller discuter un peu et tout ça, c'est les deux premiers joueurs de QRM qui sont sortis. Ils sont restés tout le temps à deux. Et quand on les regarde, il y a ces regards, il y a ces sourires qui ne trompent pas. Quand il dit frérot, je pense vraiment que là, c'est pas de la politique, c'est vraiment deux joueurs qui s'entendent super bien. Effectivement, il dit que l'un est égoïste, l'autre est altruiste. Et ben c'est la doublette parfaite. On a beaucoup parlé de foot, bien sûr, avec vous, Vincent, avec Othman Dadoun. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les passions d'Othman Dadoun en dehors du foot. C'est peut-être le foot d'ailleurs. Ah, sincèrement, moi, c'est 100% foot. Je suis très casanier déjà. Et madame, elle n'est pas contente parce que de temps en temps, elle aimerait bouger, visiter et tout. Moi, je suis très casanier. Je fais mes entraînements, je mange, je fais ma sieste. Et je regarde des séries, Netflix, etc. Après, bien sûr, de temps en temps, je sais profiter. Bon, là, avec le Covid, c'est compliqué. Mais quand ça va réouvrir de temps en temps un resto, ou même aller marcher et tout, j'aime bien. Et bon, je suis un peu loin de ma région, à Lyon. Mais c'est vrai que quand je suis là-bas, j'aime profiter avec la famille, les amis, revoir ceux qui m'ont connu au début aussi, puisque j'ai toujours les mêmes amis. On a compris, le foot occupe toute la vie, bien sûr, d'Othman Dadoun. Alors, du coup, on s'est posé la question, mais d'où vient cette passion pour le foot? Une passion qui est née très tôt, après un déménagement. Et le foot lui a permis, notamment à l'époque, de s'intégrer à sa nouvelle école. Au début, c'est un amusement, surtout au niveau district. Et puis j'y ai pris goût et rapidement en fait je voyais que tout le monde était meilleur que moi parce qu'ils avaient les bases forcément, débutants, poussins, etc. Ils les ont eu. Moi j'arrive en Benjamin, j'avais zéro base. Un contrôle, une passe c'était compliqué. Mais franchement je ne saurais pas te dire, j'ai eu cette passion. Et toujours avec un ballon, toujours en dehors, après l'école, en récréation même. Je me rappelle, je transpirais à la récréation, j'arrivais en classe, j'étais tout transpirant. C'était compliqué. Mais non, honnêtement, j'ai toujours beaucoup bossé en fait pour essayer de combler en fait le retard que j'avais sur certains. Et je pense que je l'ai plutôt bien rattrapé à l'heure d'aujourd'hui, même s'il faut toujours faire mieux, on peut encore. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai pas fait de centre de formation et j'ai toujours cette faim et toujours cette fraîcheur. Ça veut dire que j'ai encore à apprendre et moi c'est ce que je veux en fait, c'est encore apprendre. Je suis pas encore blasé par le foot un peu, tu vois, comme certains peuvent l'être. Moi non, moi le réveil sonne le matin pour aller m'entraîner, je suis très content parce que j'ai connu à 6h du matin aller sur un chantier, voilà, mais c'est ce qui me différencie des autres et surtout le mental. Allez, un dernier aspect à aborder bien sûr avec notre invité Othman Dadoun, c'est cette saison 2020-2021 qui a été tout à fait particulière, en tout cas dans son environnement, dans son atmosphère, dans son ambiance. On le rappelle, Othman Dadoun est un attaquant et un attaquant a besoin de public, a besoin de ferveur, a besoin de stade plein pour pouvoir s'exprimer et vivre l'adrénaline du football. Othman Dadoun nous parle justement de ses sensations dans cette saison particulière. Au début c'est compliqué, on a besoin d'être stimulé, des fois chambré, des fois c'est bien d'être chambré aussi. Et en tant qu'attaquant, c'est vrai, un peu de pression, c'est bien aussi. Quand on va à l'extérieur et qu'il y a des supporters, des fois ils nous chambrent. C'est comme ça, c'est le foot. Et c'est vrai que ça manque, cette ambiance-là, elle manque. Mais on s'est adapté, Même nous, quand on est arrivé, c'était le confinement. L'équipe avait été changée complètement. On n'a pas fait de stage. On n'a pas pu aller au resto. Donc on s'est adapté pour former vraiment une cohésion. Et c'est pour ça aussi que le coach et le staff ont super bien géré. Mais en tout cas, je pense, moi, comme tout footballeur, on aimerait vite que le confinement soit terminé et que les stades soient pleins et qu'on entende le public. En tout cas, ça ferait plaisir.
On remercie Othman Dadoud, Vincent, parce que c'est un super entretien qu'il nous a accordé. On rappelle que c'était juste après avoir perdu le titre de champion face au Sporting Club de Bastia. Le garçon est classe, le garçon nous a donné du temps. Et j'en profite en même temps que je remercie Othman Dadoud. Je voulais remercier tous les joueurs, entraîneurs, présidents même parfois, qui se sont livrés à cet exercice dans le cadre de l'entretien. L'idée était de mettre entre guillemets au microscope ces joueurs que vous voyez en tout petit, généralement le vendredi soir sur FFF TV. Et on les remercie d'avoir été aussi bienveillants, de nous avoir donné bien sûr leur confiance et de nous avoir livré leurs anecdotes, leurs secrets de carrière, leurs secrets de vie et d'avoir comme ça permis d'attirer encore un petit peu plus l'œil sur un réservoir, on le sait, ô combien qualitatif dans ce championnat, en tout cas dont on ne parle pas assez. Merci bien évidemment à vous, chers amis joueurs, et puis merci aussi également à toutes les personnes, notamment au sein des clubs, je pense à tous les chargés de communication qui à chaque fois, même si c'était le dimanche, même si c'était pendant des jours fériés, nous ont donné le feu vert et nous ont donné surtout toute leur confiance. Vincent, il y a une dernière partie à aborder avec vous. Alors moi, par contre, je suis un peu embêté parce que c'est mon dernier t-shirt. C'est mon dernier t-shirt, donc je vais le garder. Bien évidemment, on va terminer comme ça. Vous dire qu'on a 2 rendez-vous déjà qui sont très importants. Samedi, c'est la 34e et dernière journée de cette saison 2020-2021. Nous aurons rendez-vous à 18h30 sur les antennes de FFF TV et de Canal Plus Sport pour le multiplex. 3 rencontres sont concernées par ce multiplex. Le Mans-Annecy, Bastia Red Star bien évidemment, où la coupe sera bien présente. J'ai eu mes infos Vincent, la coupe sera du côté d'Armand Cesari ce samedi. Et puis il y aura aussi également la course à la 3e place avec ce Villefranche Sporting Club de Lyon, un derby pour valider cette montée en Ligue 2. Je vous en ai déjà parlé du Mans FC Annecy. Les autres rencontres seront à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV. Je vous ai dit coup d'envoi à 18h30. Ne soyez pas en retard puisque c'est bien 18h. Heureusement, vous savez mieux lire que moi. Rendez-vous samedi 15 mai. Le dernier rendez-vous, ça sera la dernière fois qu'on se croisera dans ce championnat national. Ce sera les trophées du national. On vous prépare là depuis quelques jours et quelques semaines avec les équipes d'Aurélien Durand et également de excusez-moi, voilà. C'est Estelle Morin, c'était le nom de famille d'Estelle qui me manquait. N'importe quoi. Avec les équipes d'Aurélien Durand et d'Estelle Morin, on vous prépare une soirée de grande qualité. Rendez-vous lundi 17 mai du côté de Clairefontaine où on sera bien sûr en présence des lauréats au château. Un accueil princier, un accueil digne de l'équipe de France. Et vous verrez, il y aura plein de confidences, plein de secrets. Tout ce qui n'a pas été dit dans le débrief sera retrouvé dans cette émission exceptionnelle à partir de 20h lundi prochain. On est à 6 jours du rendez-vous et on compte sur vous pour une chose les amis, amis supporters, amis amoureux du championnat national. On vous invite à voter une dernière fois pour le trophée du plus beau but de cette saison 2020-2021. 4 buts ont été retenus. C'est pareil, là, encore une fois, il y a eu débat dans tous les sens et ça a duré jusqu'à très tard. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, tout à fait. La sélection des 4 plus beaux buts de cette saison 2020-2021. Je propose qu'on la regarde tout de suite.
4 choix les amis, 4 choix et un seul vote. Vous pouvez le faire bien évidemment sur la page Facebook du championnat national de football. Vous pouvez le faire aussi également sur la page Twitter de la Fédération française de football. D'ailleurs avec les réseaux sociaux, on voit absolument tout. C'est pas un bulletin, c'est un secret. J'ai cru comprendre Vincent que vous aviez voté aujourd'hui dans la journée. Alors sans influencer les gens qui nous regardent aujourd'hui, dites-nous pour qui quand même. Ouais alors par contre... et pourquoi surtout si j'avais le dernier mot... ce serait quand même assez compliqué parce que j'hésite vraiment entre deux. J'hésite entre le but de Da Silva et le but de Guilavogui. Mais pour on va dire la folie, le coup d'éclat comme ça, le but à l'instinct, je reste sur Da Silva. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, n'hésitez pas à voter. On referme bien sûr ce dernier débrief. Déjà en vous montrant ce maillot, le maillot du champion. Le voilà, il est magnifique. 10 ans après, le Sporting Club de Bastia l'a refait. Vous le voyez derrière nous, on a un champion dans cette saison 2020-2021. Restez à l'antenne bien sûr de FFF TV ce samedi 18h et puis bien sûr lundi pour la cérémonie des trophées du championnat national. Un petit mot avant de lancer le zapping, remercier toutes les équipes de la Fédération française de football. Je le disais, Estelle Morin, je suis désolé parce que j'ai eu un trou de mémoire tout à l'heure. C'est la fatigue, Monsieur Aurélien Durand, toutes les personnes, Fred aussi également qui a collaboré à tout ça, toutes nos équipes aussi également qui sont allées chercher ces interviews, François Poulet, Frédéric Touchard, Jean-Philippe Thibaudot, Maxime Bonhomet et leurs cadreurs bien évidemment respectifs, bref toutes les équipes de Visioprod également et puis remercier surtout les clubs qui nous ont permis d'ouvrir les portes et de vous montrer un petit peu le quotidien de tous ces clubs et surtout d'un championnat qu'on aime particulièrement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de vous permettre de revivre cette 33e journée dans les coulisses de vos clubs préférés. C'est le dernier zapping de cette saison. On vous souhaite bien sûr, on souhaite vous retrouver le plus rapidement possible. Salut. La bonne coupe. Monte la coiffe, monte la coiffe. Simunoi e sole